Nous sommes maintenant à la période de questions-réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, la première chose que les investisseurs regardent quand ils souhaitent investir, c'est le climat d'affaires. Avec l'élection hier d'un gouvernement minoritaire, c'est un risque d'instabilité qui va toucher le Québec et le Canada. Une incertitude qui s'ajoute aux nuages que des économistes voient venir à l'horizon depuis déjà un certain temps. Certains mettent en évidence notre poids démographique, notre bassin de main-d'œuvre qui diminue, et d'autres les tarifs commerciaux, les guerres commerciales de notre voisin du Sud. Monsieur le Président, grâce à nous, depuis, les dernières années, le Québec s'en est bien tiré. Mais selon Desjardins, les difficultés du commerce extérieur du Québec pourraient prendre de l'ampleur. Selon même la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 81 % des petites et moyennes entreprises ont de la difficulté à recruter des employés. Nos entreprises ont besoin de combler plus de 140 000 emplois. La réalité, c'est qu'actuellement, des entreprises quittent la province et d'autres ferment tout simplement. Qu'on pense à AgroPure, qu'on pense à Louis Garneau, au Groupe Maurice, à Vio, au laboratoire Choisi, sans oublier les difficultés de financement de Nemaska Lithium ou les reports de 2 projets de Rio Tinto au Québec. La CAQ ne peut pas ignorer les voyants rouges qui s'allument dans ce climat incertain. Est-ce que le premier ministre pourrait nous définir comment se traduit le fameux effet CAQ depuis 1 an? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je suis très surpris de la question du chef du Parti libéral. Il a sûrement pris connaissance, sinon il devrait en parler avec son collègue, l'ancien ministre des Finances, des données récentes de l'économie. Au cours des 12 derniers mois, il s'est créé 133 000 emplois à temps plein. C'est le double de ce qui se créait avec les libéraux. C'est un record pour le Québec. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que le salaire moyen, la qualité des emplois n'arrête pas de s'améliorer. On a vu depuis le 1er octobre, depuis l'élection du gouvernement de la CAQ, que les salaires ont augmenté en moyenne au Québec de 3,1 % alors qu'ils ont seulement augmenté de 1,9 % en Ontario. Donc, Monsieur le Président, oui, le Québec hérite d'un écart de richesse important avec le reste du Canada, mais ce qu'on voit actuellement depuis 1 an, c'est la confiance des consommateurs, la confiance des entrepreneurs, l'augmentation des investissements privés, puis un rétrécissement de l'écart de richesse avec le reste du Canada. Première complémentaire, la parole appartient au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le ministre de l'Économie, on le sait, a dans ce gouvernement à peu près tous les pouvoirs. En décembre dernier, il affirmait qu'il faut analyser chacune des offres d'achat étrangères sur une échelle de 1 à 10 et qu'il y a plusieurs compagnies dont le départ ou les pertes se le laissent totalement indifférent. Dans le fond, est-ce que l'effet CAQ ne serait pas un droit de veto selon le bon vouloir du ministre de l'Économie sur tous les projets au Québec? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il ne faut pas être gêné de poser une question comme ça. Le Parti libéral a laissé aller des sièges sociaux stratégiques pour le Québec. Pensons à Alcan. Il n'y a jamais une compagnie dans toute l'histoire du Québec qui a investi plus dans l'industriel qu'Alcan. Or, le gouvernement libéral n'a pas levé le petit doigt pour laisser vendre Alcan. L'ancienne ministre de l'Économie a même dit que c'était une bonne affaire qu'on ait vendu Rona. C'est ça qu'elle a dit aux Québécois. Donc, Monsieur le Président, le nouveau ministre de l'Économie s'assure qu'on fait tout ce qui est possible pour garder nos sièges sociaux. Deuxième complémentaire, l'attention est portée sur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, entre-temps, Alcan, Rio Tinto, ils n'investissent pas au Québec. Monsieur le Président, une majorité d'économistes interrogés par la National Association for Business Economists prévoit une récession. Pendant ce temps-là, le ministre de l'Économie affirme qu'il ne voit rien d'alarmant à l'horizon. Il pense même que le concept de récession va tout simplement disparaître. Le premier ministre est-il d'accord avec son ministre ou est-il du côté des experts? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, j'en reviens pas. J'ai rencontré le président mondial d'Alcan. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Son entreprise a signé une entente avec l'ancien gouvernement libéral. Puis en vertu de cette entente-là, ils ne sont pas obligés
de réaliser les investissements au Québec. Donc, Monsieur le Président, on est en train de défaire ce qui a été fait par le Parti libéral. On veut s'assurer qu'Alcan, effectivement, dès que le prix de l'aluminium va augmenter, qu'il commence ici d'abord à construire la prochaine usine. Et, Monsieur le Président, on ne fera pas l'erreur du Parti libéral de donner notre électricité en échange de rien. En terminant. Troisième complémentaire, s'il vous plaît, votre attention au chef de l'opposition officielle. Les gens comprennent qu'il n'y en aura pas, Monsieur le Président, d'effet CAC. Pensez-vous vraiment que les investisseurs sont rassurés quand on ignore la pénurie de main-d'œuvre, quand on se permet de dire que le départ d'entreprise, c'est pas grave, que des emplois perdus n'étaient pas assez payants, et quand le ministre de l'Économie nie la possibilité même d'une récession? À quand allons-nous avoir une vision claire, ordonnée et proactive pour l'économie du Québec? Monsieur le Premier ministre, sans commentaire, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Monsieur le Président, le gouvernement libéral avait une ancienne stratégie économique, une ancienne stratégie qui faisait qu'on essayait de créer des emplois sans se soucier de la qualité des emplois. Il y a une différence entre un emploi à 15 $ de l'heure et un emploi à 30 $ de l'heure. Ce qu'on a vu depuis un an, c'est qu'il se crée des emplois payants, que les salaires augmentent plus vite au Québec que dans le reste du Canada, parce qu'on fait des efforts particuliers pour enrichir le Québec, enrichir les Québécois, faire le contraire de ce qui a été fait par les libéraux. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, le 15 octobre dernier, le premier ministre avait affiché sur son compte Twitter une rencontre qu'il avait eue avec les dirigeants de Rio Tinto. Et il affichait un grand sourire. Il disait « on a discuté de projets ». Alors là, on s'est dit « enfin, on va voir ce que ça veut dire avoir un deal pour la région, un deal pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean ». Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que 2 projets importants sont en arrêt. 16 cuves à P60, Monsieur le Président, usine de billettes, rien qui va vraiment encourager la région. Alors, la réaction que l'on a eue après, on s'est dit, mais pourquoi ils sont allés faire cette rencontre-là? La question, elle est simple. Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les gens ont droit de savoir. Ils voulaient voir ces projets, ils voulaient avoir des résultats, ils ne les ont pas. Que propose le ministre de l'Économie par rapport à cette situation? Monsieur le ministre de l'Économie, la parole vous appartient et à vous seul. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais corroborer avec l'ancien ministre de l'Économie que le Rio Tinto a un impact important sur la région. Et je dirais qu'aujourd'hui, Rio Tinto est un citoyen corporatif exemplaire. Je rappellerai à la population que l'entente de Alcan en 2007 prévoyait des investissements de 2 milliards qui se feraient au Québec en 2021. Au début 2018, la ministre de l'époque a changé l'entente pour repousser à 2025 les investissements et, deuxièmement, les diminuer à 710 millions de dollars. Je pense que les faits... Sans commentaire. Les faits sont importants. Alors, les libéraux ont eux-mêmes allongé la période et réduit le montant. Ceci étant dit, je suis en contact étroit avec Alf Barrios, qui est le président mondial de l'aluminium, et je peux vous confirmer que, il n'y a eu aucune perte d'emploi au Saguenay. Deuxièmement, il y a d'autres projets qui vont vouloir faire, pas de la nouvelle capacité, parce que l'environnement mondial ne le permet pas, mais de l'optimisation. J'ai 4 projets ici, je ne m'en tirerai pas parce qu'ils sont encore confidentiels. Rio Tinto Alcan est une société qui va s'occuper des citoyens et je pense que le Saguenay va en bénéficier. Première complémentaire. Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, je vous demande d'être attentif, s'il vous plaît, à tous. Si le ministre de l'Économie a un document qui montre qu'il y a des projets, on avait signé qu'il y a des projets qui ne se feraient pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vous demande de les déposer ici en cette Chambre, parce que c'est pas vrai qu'on a signé ces projets-là. D'ailleurs, la ministre qui est responsable de la région, a elle-même dit que jusqu'à ce mois de février, elle s'attendait à ce que ces projets se voient réalisés. Alors peut-être qu'il y a confusion en face. En attendant, c'est très bien de parler avec les dirigeants de Rio Tinto, mais il y a des employés, il y a des gens qui attendent des réponses claires. Quel est le plan concret du ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Monsieur le ministre de l'Économie, la parole vous appartient. Premièrement, nous travaillons présentement avec Alu Québec, qui est notre grappe industrielle d'aluminium. Toute la question de la transformation secondaire qu'on doit faire au Québec pour prendre la matière première et la convertir, comme on fait avec le lithium et d'autres produits. Deuxièmement, il y a beaucoup de projets sur la table. Je ne les divulguerai pas parce qu'ils sont confidentiels. La société, premièrement, n'est pas en défaut de votre entente que vous avez signée en 2018. La compagnie les respecte. Alors, je pense que moi, je suis plus proactif et je travaille
une harmonie avec nos clients, nos investisseurs. Alors, je peux vous confirmer qu'on va discuter avec Rio Tinto pour qu'ils s'occupent non seulement du Saguenay, mais d'autres régions du Québec où ils sont présents. Et en plus, avec Alu-Québec, En terminant, on a une stratégie pour convertir le primaire au secondaire de l'aluminium du Québec. deuxième complémentaire, Mme la députée Saint-Henri-Sainte-Anne. J'ai pas vu de dépôt de document, Monsieur le Président. C'est un document qui dit qu'on ne voulait pas faire les projets, il faudrait qu'il les dépose. En attendant, il y a un projet de loi 27, puis dans ce projet de loi de 27, il y a une chose qu'on a entendue de la part des gens qui sont venus voir, Monsieur le Président, c'est de s'assurer que les milieux soient impliqués, c'est de s'assurer que les décisions étaient prises avec les partenaires, avec les gens du milieu, avec les travailleurs sur le terrain. Ce que l'on demande au ministre, c'est d'impliquer l'ensemble des joueurs. Visiblement, ce n'est pas ce qui se fait présentement. Alors, quand est-ce qu'il va impliquer l'ensemble des joueurs de la région pour véritablement Madame la agir? ministre des Affaires municipales. Oui, alors merci, Monsieur le Président. Je trouve ça particulier quand même d'avoir une question de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, considérant que c'est ma région. Rio Tinto, c'est des employeurs de qualité chez nous. Vous comprendrez évidemment que quand j'ai pris connaissance du report de l'entente que l'ancien gouvernement a fait avec Rio Tinto, je trouve ça inconcevable pour ma région. Ceci étant, j'ai rencontré des cadres de Rio Tinto. Oui, c'est vrai, ils m'avaient annoncé fin février une date pour des annonces chez nous, considérant que j'avais rencontré également à plusieurs reprises le président du syndicat, M. Alain Gagnon. Nous allons travailler ensemble et notre gouvernement, on va tout faire pour que justement le projet à Alma de billettes et le projet à Jonquière d'AP60 se réalisent grâce à notre gouvernement. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, Joanne Prévost de Saint-Lazare a interpellé le premier ministre cette semaine, et je la cite. « J'aimerais savoir ce que votre gouvernement a l'intention de faire quant à la fermeture du centre de prélèvement d'organes à Sacré-Cœur. Étant une greffée cardiaque depuis 5 ans, c'est pour moi, pour toutes les personnes ayant reçu une greffe et surtout pour tous les patients en attente, une totale incompréhension. Est-ce que la vie des gens a si peu d'importance? Est-ce que votre gouvernement va se laisser dicter sa conduite au détriment de la vie, de la survie, de la renaissance des patients en attente? Sans le CPO de l'hôpital Sacré-Cœur, je ne serais plus ici aujourd'hui. Monsieur le Président, aujourd'hui au Québec, il y a des milliers de gens en attente d'un don d'organes qui attendent cet appel, qui attendent avec leur famille le jour où ils vont pouvoir retrouver une vie normale. Mais la ministre, elle affirme que les résultats et la rentabilité du CPO n'étaient pas au rendez-vous. Ça, c'est froidement réducteur, Monsieur le Président. C'est un langage administratif pour dire que la CPO, ça coûte trop cher. Depuis la semaine dernière, qu'est-ce que vous avez fait pour ouvrir le centre de prélèvement d'organes? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci. Monsieur le Président, il faudrait que l'opposition et le député de Pontiac arrêtent de faire peur au monde, qui attendent sur une liste d'attente. En cette Assemblée nationale, on ne peut pas dire qu'un collègue fait peur, c'est prêter des intentions, article 35.6. Monsieur le leader du gouvernement. Président, la ministre de la Santé décrit une situation qui est factuelle. Je vous demande de continuer de poursuivre votre réponse, Madame la ministre. Monsieur le Président, les médecins du Centre hospitalier Sacré-Cœur continuent actuellement de faire des prélèvements d'organes à Sacré-Cœur. Nous avons donné un investissement de 1,4 million et ils font les prélèvements pour les patients qui sont à Sacré-Cœur, ce qui représente la forte majorité des donneurs à Sacré-Cœur. Il y a des patients qui sont référés de d'autres centres hospitaliers et qu'on a redirigés vers McGill, vers le CHUM, vers Maisonneuve-Rosemont. Ce que je veux dire à la population, Monsieur le Président, le prélèvement d'organes, nous avons sauvegardé l'entièreté, c'est au même niveau et même nous allons le rehausser. Nous allons le rehausser au Québec parce que nous mettons en place 20 médecins coordonnateurs de prélèvement d'organes dans tous les hôpitaux du Québec. C'est ce qui est fait dans les pays où le don d'organes est à un haut niveau. Nous sommes à 20 sur 1 million. Nous voulons monter à 50 sur 1 million, Monsieur le Président, pour nous occuper des gens qui sont sur la liste d'attente. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac, la parole vous appartient. Nous sommes attentifs. Monsieur le Président, depuis une semaine, la ministre dit que ça coûte trop cher à Sacré-Cœur. Mais ce qui coûte cher, là, c'est que Sacré-Cœur a un bloc opératoire dédié, qu'ils ont des salles de soins dédiées, des infirmières dédiées. Puis ça, c'est une bonne chose. La ministre trouve que ça coûte trop cher par patient, mais la solution est simple.
envoyez-leur plus de patients, ça va coûter moins cher du patient. Et ils sont les premiers à admettre ça, ils sont les premiers à dire on peut en faire plus. Mais la solution, c'est pas de fermer le centre, c'est pas d'amorcer des négos après la fermeture du centre. La solution, c'est pas de mettre les intérêts de quiconque devant ceux des patients. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, la salle d'opération est ouverte. On a laissé le financement. La salle aux soins intensifs est ouverte. On a laissé le financement. L'équipe d'infirmières, elle est présente. On a laissé le financement. 1,4 million, Monsieur le Président, récurrent, donné au centre hospitalier de Sacré-Cœur. Et actuellement, Monsieur le Président, nous, on veut que cette partie du centre de prélèvement d'organes où on réfère les patients à Sacré-Cœur, que ça rouvre. Et nous sommes en discussion avec les médecins de l'hôpital de Sacré-Cœur qui nous disent qu'ils veulent régler. Alors, Monsieur le Président, nous aurons la réouverture du centre de prélèvement complètement de Sacré-Cœur dans les meilleurs délais. Deuxième complémentaire, je vous demandais de réserver vos commentaires et d'être attentif à la question du député. Monsieur le Président, en entrevue, la ministre dit « ça coûte trop cher ». Elle dit « c'est pas mieux qu'ailleurs, ça change rien ». Mais elle dit, comme elle vient de le faire, qu'elle veut que ce soit ouvert. Bien, si elle veut que ce soit ouvert, c'est parce que ça doit bien marcher, non? Et si ça marche, c'est parce que ça sauve des vies, Monsieur le Président. Comment elle peut dire que ça coûte trop cher? Pour 1 million, ça coûte trop cher? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. 1,4 million, nous avons laissé le financement à l'hôpital Sacré-Cœur. La rémunération des médecins, Monsieur le Président, 3 fois davantage qu'ailleurs au Québec pour les mêmes résultats, Monsieur le Président. On ne pouvait pas laisser aller un projet pilote qui était là depuis 2013. Nous avons évalué, nous avons rencontré les médecins, le ministère a discuté. Nous sommes prêts, le ministère, à discuter avec les médecins de Sacré-Cœur, mais nous ne pouvions pas laisser une rémunération 3 fois plus élevée qu'ailleurs au Québec pour les mêmes résultats, Monsieur le Président. Je vais vous demander de ne pas faire de commentaires et d'être attentif tant aux questions qu'aux réponses. Votre collaboration, tout simplement, vous connaissez les règles. Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il y a quelque chose qui fait consensus depuis longtemps au Québec, c'est bien la consigne sur le verre. 94 des Québécois et Québécoises veulent qu'on modernise le système de consigne. Récemment, une commission parlementaire a proposé à l'unanimité, ce qui inclut aussi les députés de la CAQ, d'élargir rapidement le système de consigne, notamment sur les bouteilles de vin et des spiritueux. Depuis, le lobby de la consigne s'est mis en mode panique. On apprenait en fin de semaine qu'il y a des multinationales qui essaient d'influencer le gouvernement derrière des portes closes. Leur lobbyiste aurait rencontré Martin Koskinen, le chef du cabinet du premier ministre, afin de bloquer tout projet réel d'élargissement de la consigne. C'est pas rassurant, ça, Monsieur le Président. À son arrivée, le premier ministre nous a clairement dit qu'il ne céderait pas un pouce au lobby. Il nous a aussi dit que lui, il dépendait de personne, il ne devait rien à personne, qu'il n'était pas achetable, dans le fond. Alors, à voir comment il se comporte avec les lobbies de l'informatique, du gaz, des pesticides, on commence vraiment à douter. Alors, Monsieur le Président, dans le dossier du verre, qui va-t-il défendre? Le bien commun ou les multinationales? Je vous demande de faire attention à ne pas imputer des motifs indignes. Vous connaissez aussi les règles à ce chapitre-là. Monsieur le Premier ministre, votre réponse. Monsieur le Président, je veux rassurer la co-chef de Québec solidaire. Il n'est pas question, effectivement, de céder à quelque lobby que ce soit. Et, Monsieur le Président, effectivement, j'étais content de voir que lors de la commission parlementaire, il semble y avoir un consensus pour élargir le système de consigne au Québec, pour qu'on soit capable de mieux traiter le verre, le plastique, entre autres inclure la SAQ dans un nouveau système, ce qui n'a pas été fait par l'ancien gouvernement. J'ai eu une rencontre avec le ministre de l'Environnement. On est en train d'évaluer différents scénarios pour être capable, effectivement, de mieux étendre la consigne, s'assurer aussi que ça fonctionne bien avec les centres de tri. Donc, je pense que la chef de Québec solidaire va être contente. Je lui demande d'être patiente encore pour quelques semaines. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Alors, moi, ce scénario-là,
je l'ai vécu pendant plusieurs années. Hein, quand on regarde du côté de la population, on dit oui, la population est prête à une réforme de la consigne. On arrive au gouvernement, on dit oui, on va faire ça, puis le scénario change en cours de route. Quelle garantie le premier ministre peut donner que minimalement, au moins, la consigne des vins spiritueux, c'est quand même notre entreprise d'État, est-ce qu'il peut s'engager à dire minimalement ça, on va le faire? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je comprends que la co-chef de Québec solidaire est habituée à des gouvernements qui ne respectent pas leurs promesses, des gouvernements qui cèdent au lobby de toutes sortes, commissions scolaires, des grandes entreprises, tout ce que vous voudrez. C'est plus ça qu'on a aujourd'hui. On a un gouvernement qui travaille pour les citoyens québécois et il n'y a personne qui peut nous acheter. Et pour répondre clairement à la question des bouteilles à la SAQ, effectivement, ça fera partie des solutions qu'on va proposer. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. J'entends bien qu'effectivement, ce qui était le plus consensuel, c'est-à-dire l'urgence d'agir sur les bouteilles de vin et les spiritueux, c'est quelque chose auquel le premier ministre s'engage à soutenir son ministre et donc à réagir positivement. Mais sûr, parce que la consigne, c'est pas juste les bouteilles de vin, quoique c'est quand même pesant dans le bac. Est-ce que le premier ministre peut nous confirmer qu'il, par le biais de son chef de cabinet, il a dit non au lobby des bouteilles? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je veux rassurer la chef de Québec solidaire. On ne va pas seulement faire la consigne pour les bouteilles de vin, on va le faire aussi pour les bouteilles de fort. S'il vous plaît. Question principale. S'il vous plaît. Question principale, Monsieur le député de Jonquière. Votre attention, s'il vous plaît. On a un bon moment. Votre attention, les députés de Jonquière. À vous la parole. Vous êtes la seule à l'avoir. Oui, Monsieur le Président, Rio Tinto renie un engagement qu'elle avait pris auprès du gouvernement du Québec en renonçant à 2 importants projets qu'elle avait promis aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années, un centre de billettes à Alma et la construction de 16 nouvelles cuves pour l'usine AP60 d'Arvida. Premièrement, le premier ministre a rencontré les dirigeants de Rio Tinto la veille de l'annonce, qualifiant cette rencontre de bonne rencontre. On se demande ce que ça va être quand ça va être une mauvaise rencontre, Monsieur le Président. Deuxièmement, le président du syndicat d'Arvida, Alain Gagnon, a réagi à la réaction molle de la ministre régionale en disant que ses propos étaient complètement capotés et que la compagnie s'était trouvée en elle une nouvelle porte-parole. Avec l'entente de continuité de 2006, renouvelée en 2018, Rio Tinto s'engageait pour des investissements visant à accroître sa production et c'est à ça qu'elle a renoncé. Est-ce que le gouvernement va demander à la compagnie d'entreprendre immédiatement le chantier pour être au rendez-vous quand le prix va monter? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je sympathise avec le député Jonquière. Je partage la même préoccupation. J'ai discuté avec M. Barrios, comme je l'ai dit tantôt. L'engagement de Rio Tinto est de 710 millions de dollars d'ici 2025. Donc, comme je dis tantôt, aujourd'hui, ils respectent leur engagement. Nous avons 4 projets que nous avons discutés. À ce moment-ci, je pense que c'est clair que, d'une part, ils ont reporté les 2 projets auxquels vous référez. De l'autre côté, ils s'engagent à maintenir les emplois parce qu'il y a un besoin pour ça. Et les projets d'optimisation qu'ils ont listés, il y en a 2, entre autres, qui font beaucoup de sens, qui vont permettre d'avoir une conversion secondaire de ce qu'ils font au primaire. Alors, à ce stade-ci, la position du gouvernement avec Rio Tinto est une de collaboration. Je veux qu'ils se sentent confortables d'être au Québec. Il n'y a aucun projet de nouvelle capacité qui va se faire ailleurs dans le monde. Donc, on n'est pas en compétition contre d'autres pays, peut-être la Chine, parce que leur environnement est très différent du nôtre. Alors, à ce moment-ci, tout ce que je peux dire, je peux rassurer le député Jonquière, c'est que la relation entre Rio Tinto, le gouvernement et la communauté est positive et ils sont aussi soucieux que nous autres de pouvoir bien donner des emplois rémunérateurs à la communauté. Première complémentaire, Monsieur le député. Oui, on voit que la compagnie a encore un nouveau porte-parole là, avec le ministre, Monsieur le Président. Il nous parle de 2025, là, mais pour construire 16 nouvelles cuves, il faut au moins compter une trentaine de mois. Fait que ça serait le temps de commencer. Dans ce dossier-là, tout le monde a fait sa part, les travailleurs, les syndicats, même les retraités. Cette année, là, Rio Tinto a versé 3,5 milliards de dividendes à ses actionnaires. Quand est-ce que le gouvernement, que le premier ministre va se lever pour les emplois?
Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, la parole n'appartient qu'au Premier ministre. Il me semble que c'est très clair pour tout le monde. Je sais que le député de Jonquière connaît bien le dossier. Il sait aussi qu'il y a une règle du pouce dans le domaine de l'aluminium, que tant que le prix n'est pas au moins à 2 000 il n'y a pas de rentabilité pour les projets. Actuellement, le prix est à 1 700 Par contre, ce que m'a dit le président, c'est que le prochain projet va se faire au Québec. On avait une entente qui les forçait à construire. Malheureusement, les libéraux ont annulé, ont déchiré cette entente-là pour faire plaisir à l'entreprise. C'était irresponsable, mais on est obligé de vivre avec ça. Monsieur le député, vous avez notre attention. Président, le premier ministre aime bien se dire nationaliste. Mais le nationalisme, là, c'est aussi le contrôle de nos ressources naturelles. Les ressources naturelles, là, ils servent à créer des emplois chez nous. Quand est-ce qu'il va arrêter de dire que des coupures, c'est des bonnes nouvelles, et qu'il va se lever pour défendre des emplois chez nous? Monsieur le ministre de l'Économie. Alors, écoutez, je vais aller plus loin dans mes commentaires sur ce que les libéraux ont fait. Non seulement ils ont reporté de 4 ans et réduit de 1,3 milliard les dépenses, mais en plus, ils ont accepté que des projets d'optimisation remplacent de nouvelles capacités. Donc, on a trois enjeux. Les libéraux nous ont laissé un très beau bilan. Ça étant dit, comme le premier ministre vient de dire, il est clair que, autre que la Chine, le jour où Rio Tinto va faire un nouveau projet de nouvelles capacités, le Québec va être privilégié. Et ça, c'est une promesse qui n'est pas écrite, une promesse qui est verbale. L'environnement dans lequel on travaille au gouvernement du Québec, c'est un environnement qui est sain, harmonieux, et on veut que nos compagnies soient à l'aise avec nous autres. Et à ce moment-ci, je suis très confortable de ce que je viens de dire. Question principale. Madame la députée de Maurice-Richard. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est pas la première fois que je me lève en cette Chambre pour poser une question au ministre de l'Environnement. Et force est de constater, jour après jour, depuis 1 an, que nous sommes face à un gouvernement de l'environnement qui gère à la petite semaine. Le dernier épisode en titre, puis j'y reviendrai, c'est la question de la consigne. Parce qu'apparemment, il y a du sable dans l'engrenage, puis je suis pas sûre que c'est juste du sable, peut-être même une pelletée de gravier au complet. Puis le premier ministre avait l'air de trouver ça très drôle, mais ça fait pas rire personne, ce dossier-là, à l'heure actuelle. Le ministre nous répète depuis des mois qu'il est à quelques semaines de confirmer ses intentions dans ce dossier, alors que ce qu'on apprend, c'est que le gouvernement amorcerait ses réflexions sur la question et même qu'il pense à repousser le dossier au calendrier grec. Monsieur le Président, ça va faire 1 an que le ministre est en poste dans ce dossier. C'est 1 année qu'on vient de perdre. Et ça, ce que ça traduit, c'est un réel manque de volonté, comme dans tous les dossiers qui touchent l'environnement. Si le ministre a réellement un plan sur la consigne, est-ce qu'il peut nous le déposer maintenant? Monsieur le ministre de l'Environnement, vous connaissez encore une fois votre attention à la réponse. Merci, Monsieur le Président. Vous allez me permettre de faire un petit retour en arrière. Novembre 2014, le Parti libéral est au pouvoir. Création du comité conseil par le ministre David Hortel. Quelques mois de travaux, aucun rapport public produit. Août 2005, diffusion de l'étude de CREAT par le même ministre Hortel sur la performance des systèmes. Aucune mesure implantée. 30 mai 2018, consultation élargie sur la collecte sélective à Québec commandée par, cette fois, la ministre Melançon. Aucune mesure implantée par la suite. Janvier 2017, on remonte un petit peu dans le temps, mise en place par Recyc Québec d'un comité aviseur et 6 groupes de travail. Aucune mesure implantée par la suite. 2017-2018, mise en place d'une table d'experts sur l'optimisation logistique et le service aux détaillants. Résultat, aucune mesure implantée. C'est le résultat des 15 années libérales sur le dossier spécifique de la consigne et de la modernisation de la collecte sélective. 15 années d'échecs. La grande certitude à ce moment-ci, le statu quo ne sera pas le bilan du parti de la coalition. Je vous demande également de continuer. Pardon, s'il vous plaît. Est-ce que je pense que vous connaissez tous les règles sur les commentaires d'après-question ou d'après-réponse? Alors, je vous demande votre collaboration. Prudence sur les propos, ne vous interpellez pas, et prudence sur les signes qui sont faits également, qui doivent aussi être respectueux. Je demande maintenant votre question, Madame la députée de Maurice-Richard.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne suis pas très surpris. J'entends encore le ministre qui justifie son inaction en nous critiquant. C'est vraiment très, très original. Et j'entends aucune réponse. Et je rappelle à cette Chambre, Monsieur le Président, qu'il y a un mois à peine, vous avez reproché au ministre de s'être ingéré dans les travaux de la Commission indépendante sur la crise d'hiver. Il voulait qu'on aille vite, vite, vite sur le dépôt de notre rapport pour qu'il puisse, lui, déposer son rapport vite, vite, vite. Alors maintenant que ça fait plus qu'un mois que ça a été déposé, ce rapport-là, est-ce qu'il peut nous confirmer de façon claire que la consigne va s'appliquer aux 240 millions de bouteilles de la SAQ? Monsieur le ministre de l'Environnement, vous les réponses. Encore une fois, votre collaboration. Merci, Monsieur le Président. L'histoire peut être longue, donc je vais poursuivre son résumé. Quantité de matières organiques sont allées à l'enfouissement entre 2011 et 2017 au Québec, 15,2 millions de tonnes. Tonnes de plastique qui sont allées à l'enfouissement entre 2011 et 2017 au Québec, 3,9 millions de tonnes, soit une moyenne de 563 000 tonnes par année. Le pourcentage de bouteilles de plastique qui vont à l'enfouissement au Québec, 600 millions de bouteilles d'eau jetées chaque année. C'est le bilan du Parti libéral. Ce que nous avons dit est très clairement, nous allons donner suite à ce Monsieur le leader de dossier. l'opposition officielle, à vous la parole. Oui, Monsieur le Président, de façon très, très, très claire, la question est est-ce qu'il y aura consigne sur les bouteilles de vin vendues, les bouteilles vendues par la Société des alcools du Québec? Là, on n'est pas du tout, puis j'ai laissé beaucoup de temps, 38 secondes au ministre, là. Il fait le bilan de ce qu'il appelle les années libérales. On peut-tu avoir une réponse sur la question? Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît, sans commentaire. Le leader du gouvernement prend la parole. Président, vous savez que notre règlement ne permet pas de juger de la réponse, mais moi, je suis vraiment enthousiaste d'entendre la suite de la réponse parce que je pense que vous aurez votre réponse. Je vous rappellerai, encore une fois, je vous demande votre collaboration. De fait, la réponse doit être sur le sujet de la question. Je vous le rappelle. Il vous reste du temps pour compléter votre réponse. Monsieur le ministre. Il y a un grand principe lorsqu'on s'intéresse à l'histoire, c'est terminant, de ne pas reproduire les histoires du passé, les erreurs du passé. C'est ce qu'on ne fera pas du côté du gouvernement. Madame la députée de Maurice Richard, encore une fois, vous êtes la seule à avoir la parole. Bien, écoutez, Monsieur le Président, j'ai posé une question, je veux une réponse, elle est claire, ma question. Il y a une recommandation qui a été faite par la Commission, de façon unanime, par tous les députés qui y siègent, dont les collègues du ministre. Est-ce que la consigne va être appliquée aux 240 millions de bouteilles qui sont mises en marché chaque année par la SAQ? Si je n'ai pas de réponse, vous savez la conclusion à laquelle je vais venir, Monsieur le Président? Je vais comprendre pourquoi même le cabinet du premier ministre ne l'invite pas quand il fait des rencontres avec l'industrie. Parce qu'il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'idée, c'est un déluge de mots. Donc, j'aimerais savoir une réponse Monsieur le ministre, Monsieur le leader du gouvernement. Je pense, Monsieur le Président, qu'un rappel à l'ordre est de mise et il n'est pas possible dans cette Assemblée d'insulter un collègue. Les propos de la collègue sont blessants. Je vous demanderai qu'elle retire ses propos. Je vous demande, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Je vais prendre la même défense qui m'a soulevé il y a quelques minutes en disant qu'elle ne faisait que souligner une situation factuelle. Déluge de mots, pas d'idées, Monsieur le Président, c'est factuel. Je vais vous demander de faire attention à vos propos. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. Je vais vous demander de revenir au bon ton pour tous. Et je demande maintenant au ministre de l'Environnement d'amorcer sa réponse. Merci, Monsieur le Président. La collègue semble avoir trouvé la bonne solution. C'est à se demander pourquoi ils ne l'ont pas implanté alors qu'ils avaient le moyen de le faire. Ceci dit, un engagement très clair de notre part. On attendait le rapport du mandat d'initiative que nous avons reçu. Nous attendons un autre rapport que je devrais recevoir cette semaine sur la modernisation de la collecte sélective. Inutile de prendre une décision lorsqu'on n'a pas tous les éléments en main, mais soyez assurés, c'est pour bientôt, c'est un engagement ferme qui a été pris de notre côté, et non, on ne fera pas les erreurs commises par le Parti libéral. Question principale, Monsieur le député de Tachereau, de Jean Lesage. Je m'excuse, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. En ce moment, au Québec, parce qu'il n'y a pas de loi cadre sur les ratios personnels et patients, les ratios sécuritaires, dans nos établissements de santé, il y a des gens qui souffrent. Le personnel de notre réseau, là, il y a des gens là-dedans qui tombent au combat. Les patients paient le prix de ça. La preuve, c'est que le coût de l'assurance salaire est de 575 millions de dollars par année. En ayant suffisamment de personnel dans le réseau, là, on pourrait éviter 30 000 jours d'hospitalisation et 600 décès évitables par année. Mais quand on demande à la ministre pourquoi elle ne dépose pas de projet de loi cadre sur les ratios, elle nous dit qu'on n'est pas rendu là et
L'urgence d'agir semble disparaître. 600 décès évitables. Combien ça va prendre de décès évitables pour que la ministre trouve la situation urgente? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, la situation est urgente. Et on fait vraiment beaucoup pour améliorer la situation. D'abord, les projets ratios, on les a maintenus, même ceux qui sont terminés. On a laissé le même niveau de personnel, mais ils ne sont pas tous terminés. Et l'entente qu'on a avec les syndicats, c'est de les analyser au moment où ils seront tous terminés. Ça, c'est en décembre de cette année. Et là, on va tout revoir et on va s'entendre avec les instances syndicales. Mais parallèlement, Monsieur le Président, on investit massivement 200 millions dans les hôpitaux, les CHSLD, pour embaucher du personnel, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, et on a des résultats. Depuis qu'on est au pouvoir, là, c'est 4 375 postes équivalents temps complet qui ont été créés, Monsieur le Président, dans le réseau. Alors, on a des actions concrètes et effectivement, on va se pencher sur toutes ces questions de diminution de charge de travail, mais on agit avant toute chose en ajoutant du personnel parce qu'il faut vraiment diminuer la tâche des infirmières, mais aussi des préposés aux bénéficiaires, du personnel en général. Alors, Monsieur le Président, l'important, c'est de diminuer la charge de travail. Première complémentaire, la parole n'appartient qu'au député de Jean Lesage. 18 des 19 projets ratios sont terminés, les conclusions sont claires. Et s'il n'y avait pas urgence d'agir, je dirais oui, attendons le 19e projet ratio. Mais il y a urgence. Il y a urgence d'agir. Et là, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on va déposer un projet de loi sur les ratios avant des négociations du secteur public qui pourraient durer 2 ans et retarder encore plus les statistiques terribles qu'on voit en ce moment? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, ce que mon collègue, député Jean Lesage, mentionne, c'est l'héritage là, des années du Parti libéral, de l'ancien ministre de la Santé et des Services sociaux, avec une grosse réforme qui a été faite, qui a bousculé le réseau de la santé et des services sociaux, et nous, on répare. Il y a eu beaucoup de départs aussi, hein, et ça fait mal au réseau. Alors, nous, on embauche, et on embauche beaucoup. 4 375 postes à temps complet qui ont été créés depuis notre arrivée. On a également rehaussé des postes d'infirmières, 2 600 postes d'infirmières rehaussés, 960 postes d'infirmières auxiliaires rehaussés, 1 465 postes de préposés aux bénéficiaires rehaussés, Monsieur le Président. Question complémentaire. Je vous demande tous d'être attentifs, tous, à la question du député et aux réponses qui s'en suivent. Les personnes qui aujourd'hui tiennent le système à bout de bras ne se satisferont pas qu'on explique le retard actuel en parlant du bilan libéral, si critiquable soit-il. La ministre envoyait tous les signaux positifs possibles au sujet des ratios au début de l'année, mais là, quelqu'un a mis le pied sur le break. Qui a mis le pied sur le frein? Pardon. Est-ce que c'est la ministre? Est-ce que c'est le Conseil du Trésor? Ou est-ce que c'est le premier ministre? On veut savoir. Qui? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, la réponse, nous sommes tous attentifs encore une fois. Monsieur le Président, diminuer les ratios, là, ça veut dire diminuer la charge de travail. Comment on fait ça, Monsieur le Président? On embauche. On veut du personnel qui rentre, augmenter le nombre de personnes qui donnent les services, Monsieur le Président. C'est ça la base de tout, et c'est ce qu'on fait. Alors, encore une fois, 800 millions de dollars qu'on a investis cette année au niveau du réseau de la santé et des services sociaux, du jamais vu, 4 375 personnes équivalent temps plein de plus dans le réseau, Monsieur le Président. Alors, c'est ça qui va répondre aux besoins de diminuer la charge de travail, diminuer les ratios au niveau des infirmières et des préposés aux bénéficiaires et des autres intervenants dans le réseau, Monsieur le Président. Nous, on fait des gestes concrets. Question principale. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques mois, le ministre de la Famille a affirmé que son ministère avait mal estimé les besoins en services de garde et que le portrait n'était pas bon. Alors, il leur a demandé de refaire le travail. Et le résultat, mais la situation a empiré. C'est pas nous qui le dit, c'est le ministre. Il dit que c'est pire partout, sauf à Montréal, à Laval et en Lanaudière. Là, selon lui, il y aurait apparemment un surplus de places. Pourtant, depuis quelques semaines, le ministre annonce des places là où,
selon ses propres calculs, ce qu'il vient tout juste de refaire, il n'y a pas de besoin. Monsieur le Président, pourquoi le ministre annonce des services de garde là où, selon lui, il n'y a pas de besoin? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, vous savez, quand je suis arrivé en poste, une de mes grandes surprises, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais une de mes grandes surprises, ça a été de constater que non seulement on avait 11 000 places qui dormaient sur des tablettes au ministère de la Famille, des places pour lesquelles le précédent gouvernement, le gouvernement libéral, avait sciemment annoncé en plein discours du trône qu'il mettait le pied sur le frein, donc il freinait le développement des CPE. Donc, première grande surprise, mais je vous dirais que la deuxième, rapidement, ça a été de constater que les précédents gouvernements travaillaient avec des chiffres qui n'étaient pas à jour ou en tout cas qui étaient biaisés. Et j'ai été surpris de ça parce que quand on établit des politiques publiques, quand on va de l'avant, on veut se baser sur des données. Donc, je pense que c'est important d'avoir de bonnes données. Et quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que les projets qui dataient d'aussi loin que 2011 et 2013 étaient pris en compte dans ces cartes-là, comme s'il y avait des tout-petits qui occupaient ces places-là. Ça n'a aucun bon sens, Monsieur le Président. Il faut travailler de façon rigoureuse. De belles cartes vertes, ça fait bien dormir le ministre de la Famille, ça fait bien dormir le président du Conseil du Trésor, mais quand ça ne reflète pas la réalité, bien, il faut les changer, il faut travailler, il faut développer. On a 15 000 places actuellement qui sont en développement. Grâce à notre gouvernement, on les a remises sur la route et on va les concrétiser. Première complémentaire, Madame la députée. Ça fait 1 an depuis que le ministre est en poste et je suis contente de lui entendre parler des bonnes données, car selon le ministre, la proportion des régions en manque de place a pratiquement doublé en 1 an. Alors, on a demandé au ministère de nous expliquer comment c'était possible. Savez-vous quoi, Monsieur le Président, puis on parle de transparence, ils nous ont dit qu'on ne peut pas dévoiler les informations car c'est un secret industriel. Le ministre est là pour s'assurer qu'il y a des places pour tous les enfants. Est-ce que le ministre peut nous dévoiler son mystérieux secret professionnel? Monsieur le ministre de la Famille, je vous demande également d'être attentif à la réponse. Merci. Notre secret professionnel, Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est d'agir, c'est de mettre le pied sur l'accélérateur pour nos tout-petits. C'est surtout pas de faire en sorte que les 11 000 places qui datent de 2011 et de 2013 continuent de dormir sur des tablettes. C'est inacceptable. Ces places-là, elles ont été tablettées sciemment, consciemment par le précédent gouvernement parce que ça coûtait trop cher. Ben nous, on pense que les services aux tout-petits, ça coûte pas trop cher. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc, c'est ça notre secret, Monsieur le Président. On va continuer de le faire. Il y a 42 000 enfants qui attendent sur la liste d'attente. Il faut concrétiser ces places-là le plus rapidement possible. On a allégé les conditions de financement. Et vous savez quoi? Quand on se promène un peu partout au Québec, les gens nous remercient pour ça. Deuxième complémentaire, Madame la députée, à vous la parole. Fait que ce que je comprends, c'est que le secret industriel reste un secret. Et puis oui, c'est vrai, on parle des 11 000 places. Le ministre de la Famille a promis de développer en accéléré dans les 2 prochaines années les 11 000 places en service de garde. Et on sait déjà que plus de 4 000 places seront développées déjà où on a un surplus, où on n'a pas de besoin. C'est le tiers des places. Monsieur le Président, comment le ministre peut expliquer ça, notamment dans le comté de son collègue, le député de Masquinongé, où, à Louisville, on a un besoin criant de places? Monsieur le ministre de la Famille. Et, Monsieur le Président, le réseau est constitué de plusieurs types de services de garde. Il y a bien sûr les services de garde en milieux familiaux, il y a les services de garde éducatifs en CPE, en installation privée, subventionnée ou non. Les parents doivent être aussi en mesure de faire un choix. Je n'ai pas du tout à être gêné, notre gouvernement n'a pas du tout à être gêné d'aujourd'hui annoncer qu'on va concrétiser des places et qu'on va le faire de façon accélérée. Ce qui est gênant, c'est d'avoir laissé ces places-là dormir sur une tablette et j'espère que les gens nous écoutent à la maison et qu'ils comprennent que le précédent gouvernement, pendant qu'ils attendaient, eux, à la maison, des places et qu'ils hurlaient dans leur bureau de circonscription pour avoir des places, bien, le précédent gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a laissés dormir. C'est fini ce temps-là. On avance. Question principale, Monsieur le député de Darcy-Miguel. Monsieur le Président, le 2 octobre, le Premier ministre et chacun des chefs de l'opposition se sont excusés formellement auprès des peuples autochtones avec qui nous partageons le territoire du Québec. Suite au rapport accablant du juge Vin, bien, ces excuses ne peuvent être qu'un début de réponse aux 142 recommandations concrètes pour rectifier les injustices et inégalités qui freinent le développement, l'avenir même de nos sœurs et nos frères autochtones. Le ministre responsable des Affaires autochtones a convoqué un sommet des leaders autochtones la semaine passée. Mais le grand chef Ghislain Picard a fait écho aux sentiments exprimés par plusieurs quand il a posé la question
Où était le Premier ministre? Il y a un dialogue nation à nation qui s'impose. Est-ce que la ministre va réussir à convaincre le Premier ministre d'assister au prochain sommet? Madame la ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de sa question. Le Premier ministre fait plus que d'être présent, il va de l'avant. Être présent, Monsieur le Président, c'est l'affirmation que notre Premier ministre a fait, disant qu'on n'en avait pas assez fait pour les nations autochtones. Être président, ce sont des gestes concrets posés par notre gouvernement présentement. Être présent, Monsieur le Président, c'est une équipe présente le 17 octobre où il y avait plusieurs ministres qui m'accompagnaient, plusieurs députés qui m'accompagnaient, qui aussi avaient les députés de l'opposition. Donc, être présent, c'est d'aller de l'avant. Et par notre rencontre du 17, ça prouvait que le Premier ministre veut qu'on aille de l'avant avec ce dossier-là. Et donc, oui, le Premier ministre est là, présent avec nous lors de nos décisions. Et c'est le mieux que les Premières Nations vont avoir. C'est le meilleur de nous-mêmes. Merci. Cela me fait à la période de questions et de réponses orales.